En région parisienne, dans le Val d'Oise. Mareil en France a des allures de village de carte postale. Pourtant, Madame la maire et son adjoint se battent contre un fléau. Les abords de ce bourg de 700 âmes sont devenus au fil des ans une décharge à ciel ouvert. Alors, qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui? L'image est choquante, inimaginable. Des milliers de tonnes de déchets en tout genre. C'est des poubelles, ça, c'est pas possible. Et là, c'est que des fringues. C'est horrible. Puis je pense que ça doit descendre de l'autre côté, là. Mareil-la-Belle. Mareil-la-Belle est devenue Mareil, la poubelle. Alors pourquoi? Situé à 50 km au nord de la capitale, en pleine campagne, le village est desservi par cette voie rapide. Un avantage, devenu un inconvénient majeur. Elle permet aux pollueurs en tout genre de venir jeter leurs ordures à l'abri des regards et repartir très rapidement. Oh, il est archi plein. C'est des huiles polluées. Vous avouerez franchement que l'artisan qui met ça là, c'est pour pas aller payer le recyclage de l'huile qui est polluée. C'est pas possible. Autant de matériaux qui auraient dû être déposés en déchetterie. Mais cela a un coût. 150 € la tonne d'huile usagée pour un garagiste. Pour les artisans du bâtiment, c'est 50 € la tonne de gravat et 100 € la tonne de bois. Mais c'est encore bien plus cher pour d'autres matières. Tout ça, c'est de l'amiante. C'est de la toiture en amiante. Il y en a là, il y en a là, il y en a là. Ça demande des traitements tellement spéciaux, c'est extrêmement compliqué. Et horriblement cher. Et c'est polluant au maximum. Une tonne d'amiante, cela coûte 500 € à un entrepreneur. C'est un problème de pollution, sévère, sérieux. Car regardez, pas aller loin, les peintures, les pneus, les huiles, tout ça, c'est la pollution du sol longtemps. Je les méprise. C'est criminel, on ne fait pas ça. Je ne comprends pas, moi, comment on peut réagir comme ça. Ni foi ni loi. En France, les dépôts sauvages se comptent par milliers. Mais ce n'est pas le seul scandale que nous avons découvert. Chaque année, nous produisons plus de 40 millions de tonnes de déchets, soit plus d'1 tonne chaque seconde. On nous promet un recyclage toujours plus efficace. Mais en suivant le parcours de nos poubelles, nous avons mis au jour un système de triche à grande échelle. Certains centres de tri ont choisi le profit plutôt que l'écologie. On affiche qu'on trie, qu'on recycle, et au final, on voit clairement qu'on ne le fait pas. Et beaucoup d'emballages soigneusement triés ne sont jamais recyclés. Envoyer ce déchet à un centre d'enfouissement, nous gagnerons plus d'argent. C'est pas très écolo. Ça l'est pas du tout. Nous verrons que nos déchets les plus polluants, comme les frigos, font l'objet d'un dangereux trafic. Pour le stopper, des détectives traquent sans relâche ces filières. Il est parti où, en point? Je sais pas parce que ça allait super vite. D'accord. On va aller là. On va tester là. Et c'est bon, je l'ai retrouvé. Alléluia, c'est trop fort. Nous avons aussi découvert que sur des terrains privés, certains propriétaires gagnent plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque mois en stockant illégalement des tonnes de gravats de chantier. Vous voyez que les arbres sont submergés par une tsunami de terre de tous les chantiers de la région. Mais c'est pas nous qui faisons ça. Madame, Nous, ce qu'on fait rentrer, c'est de la terre. nous avons... Planter des arbres, mais vous avez un problème ou quoi? C'est des millions d'euros là qui sont là. Des millions. Rien n'arrête les pollueurs. Et en remontant leurs traces grâce à des balises GPS placées dans des déchets, nous avons découvert des lieux inimaginables. Les autorités sont dépassées, alors les maires de village leur donnent la chasse. Vous avez fait des travaux? On a fait des travaux chez nous, tout ce qui est salle de bain, cuisine. C'est pas bien. Oui, je comprends. Nous produisons tant de déchets que nous ne savons parfois même plus où ils se trouvent. Des promoteurs en profitent. Et les acheteurs voient leur maison s'enfoncer dans leurs ordures. Ça, c'est ce qu'il y a sous la maison, voilà. Des déchets comme ça. Et là, regardez, les petites choses bleues sont des morceaux de sacs plastiques broyés. Et là, vous dites, mais c'est un cauchemar, quoi. Enquête sur le business pas très propre de nos déchets.
À Paris, Margot héberge régulièrement sa copine Aude, qui vit en province. C'est bon. Au retour des courses, comme pour de nombreux Français, c'est un peu le casse-tête quand il faut trier ses emballages. Que peut-on recycler ou non? Là, T'enlèves pas le carton? si. Je te le mets le carton. Du coup, là, c'est la poubelle de recyclage, juste là. Margot utilise ce sac pour le recyclage. Les ordures ménagères vont dans cette poubelle. Et la barquette, c'est plastique ça? La barquette, c'est là. Ok. Donc ça, tu peux le recycler. Et lorsqu'elle hésite, Margot a une technique efficace et méconnue. Tu jettes ça où? Alors ça, comme j'ai des doutes, je regarde le logo. Donc, opercule en plastique, donc ça, à jeter, poubelle ordures ménagères. Et à trier, le couvercle et le carton. Même si elles peuvent varier, les consignes de tri sont souvent inscrites sur les emballages. À jeter. Pour Margot, le tri, c'est non négociable. Question d'écologie et de civisme. Il y a tellement de déchets, on se rend compte que c'est plus possible aujourd'hui de continuer à ce rythme-là, qu'on va droit dans le mur finalement. Le recyclage, ça permet d'avoir un petit impact positif sur notre quotidien, sur notre manière de vivre, sur la planète aussi. Hop. Comme dans la plupart des villes de France, les ordures ménagères vont dans une poubelle verte et les emballages dans une poubelle jaune. Les deux bacs doivent être collectés séparément. Ce qu'on met dans la poubelle à recycler, j'imagine que ça va repartir dans le circuit pour en transformer en fait ces déchets en quelque chose de nouveau. Enfin, j'ose espérer. Ces petits efforts du quotidien, de plus en plus de Français se les imposent. Pourtant, quand la nuit tombe sur la capitale, nous allons découvrir que certaines entreprises en charge du tri sont bien moins vertueuses qu'on ne le pense. Dans la rue où vit Margot, en caméra discrète, nous suivons les éboueurs. Cette benne est censée collecter les ordures ménagères, la poubelle verte seulement. Mais nous les surprenons en train de ramasser une poubelle jaune et sans distinction, la vider dans le même camion. Cela ne semble pas être une erreur. La tournée continue et encore un bac jaune bascule dans la benne. Nous arrivons devant la porte de Margot. C'est le même sort qui est réservé aux emballages qu'elle a soigneusement triés. Eux non plus ne seront jamais recyclés. Sommes-nous tombés un mauvais jour? Dans la mauvaise rue? Malheureusement non. Nous allons revenir plusieurs nuits, suivre d'autres éboueurs du même quartier et constater les mêmes dérives. Des poubelles jaunes sont parfois mélangées aux poubelles vertes. Pourquoi de telles pratiques? Nous tentons d'en savoir plus auprès d'un éboueur. Mal à l'aise, il nous tient un discours invraisemblable. Pourquoi vous mettez la poubelle jaune et la poubelle verte ensemble? Non, c'est pas jaune. C'est pas jaune? Non, c'est orange. C'est orange? Et ça, c'est pas jaune. Ah, c'est pas jaune? Parce que vous croyez que dans le 18e, les gens, ils trient comme ça. Je sais pas. Oh non, je vous en Mais ça n'est pas une poubelle jaune? Non. L'éboueur n'est pas daltonien. Il s'agit bien sûr de poubelles jaunes. Des images choquantes que nous montrons à Margot et son amie. Là, c'est chez moi. Ah, c'est chez toi ça, c'est ta porte. Bon, oui, ils prennent toutes les poubelles. Je suis en colère parce que ça fait des années que je fais mon tri et que finalement, on se rend compte que là, sur ces images, que les deux poubelles vont au même endroit. Donc, pourquoi nous, on fait des efforts finalement, alors que derrière, ça ne suit pas? Pour Aude, venue de Picardie, l'image de la capitale en prend un sacré coup. Paris, vu de l'extérieur, se dit la capitale mondiale de l'environnement, où Madame la maire de Paris essaye justement de démocratiser le fait d'avoir des véhicules verts, de rouler en vélo, mais entre les paroles et les actes, c'est un peu décevant, quoi. Je comprends que Margot, elle soit déçue de ces images, en fait.
Alors le 18e est-il le seul arrondissement où poubelles jaunes et vertes sont mélangées? Bien sûr, il nous a été impossible de faire le guet dans tout Paris. Mais cet homme en est persuadé, la pratique serait répandue. Régis Vieselli est le représentant syndical des éboueurs de la ville de Paris. Selon lui, les entreprises de ramassage tentent de limiter les coûts face à l'augmentation du nombre de poubelles jaunes. S'ils n'arrivent pas à terminer la collecte en temps et en heure, ils auront des pénalités. S'ils n'arrivent pas à terminer, il faut quand même terminer. Donc derrière, il faut qu'ils payent des heures supplémentaires, il faut faire rouler le camion un peu plus longtemps, il faut embaucher des intérims, etc. Et ça a un coût. Donc à un moment donné, on peut dire aux éboueurs, allez, on passe tout dans le même camion parce que sinon on ne finira pas. C'est bien une injonction qui est faite soit par la ville de Paris qui est donneur d'ordre, soit par l'entreprise privée qui collecte, parce qu'elle ne s'en sort plus. C'est certainement pas le salarié en lui-même qui le fait. L'entreprise en charge de la collecte dans le 18e arrondissement de Richebourg a refusé toutes nos demandes d'interview. Alors nous sommes allés voir la mairie de Paris. Elle ne semble pas très à l'aise avec cette question. Il nous a fallu plusieurs mois pour obtenir un rendez-vous avec Colombe Brossel, l'adjointe en charge de la propreté. Elle affirme ne pas être au courant de ces pratiques et s'estime trahie par la société prestataire. Ce qui se passe là n'est pas acceptable. Il faut, et on va, se retourner vers l'entreprise parce que ça n'est pas le respect ni du contrat passé avec la ville de Paris, ni de la forme de contrat moral que nous avons avec les Parisiens. Il faudra que l'entreprise en tire les conséquences, ça me paraît normal. L'entreprise risque des sanctions financières. Mais à demi-mot, l'élu reconnaît que la ville de Paris s'est laissée déborder par ses poubelles. La poubelle jaune est beaucoup plus pleine qu'elle ne l'était avant, parce que livraison, parce que vente à emporter. C'est la raison pour laquelle on va augmenter la fréquence de passage des bennes pour le ramassage des poubelles jaunes. Aujourd'hui, à Paris, les poubelles jaunes sont ramassées 2 fois par semaine. Nous passons à 3 fois par semaine. Pour ça, il faudra attendre 2022. Au cours de notre enquête, nous avons été de surprise en surprise. Comme dans le sud de la France. Au-dessus de Marseille, trône une décharge, le Jas de Rhodes, géré par l'entreprise Suez. Nous aurions aimé y filmer, mais toutes nos demandes ont été refusées. Et vous allez comprendre pourquoi. De la même manière qu'elle diffuse du désodorisant pour masquer les mauvaises odeurs, la décharge cacherait parmi les 175 000 tonnes d'ordures enfouies chaque année des déchets inavouables. Ce sont les riverains qui vont nous le démontrer. Ils vont filmer les lieux depuis un point haut pendant plusieurs semaines. On va le monter. Tiens mon chat. Et voilà. Tu es au max, hein? Je suis même pas au max. Et 3 semaines plus tard... Salut. Salut. Allez, rentre. Ça va? On était en train de regarder les vidéos. Quand nous les retrouvons, ils ont accumulé plus de 8 heures d'images. Voilà. Bizarre ce truc-là. En théorie, une décharge n'a le droit d'accueillir que les déchets qui ne peuvent pas être recyclés. Et pourtant, ici, il y a du carton, du plastique, du bois. Mais ce n'est pas la seule anomalie. Les riverains ont aussi filmé des déchets classés dangereux pour l'environnement, comme des bouteilles de gaz au sol, ou ici, tombées du camion, ou des pneus. Certains jours, ils filment même des déchets encore plus étonnants. Là, on a des pièces de carrosserie de voiture. On le voit bien dépasser, là, le pare-choc. Pare-choc, des ailes, de tout. C'est un carrossier qui a jeté, là. Ici, plusieurs pare-chocs, un gris et un rouge qui tombent. Des pièces de carrosserie qui doivent normalement être recyclées dans un site dédié. Pour Laurent, Pierre et Stéphane, c'est un sentiment d'immense gâchis. On est en 2021, on nous parle du réchauffement de la planète, de l'environnement, de l'écologie, de la pollution, de tout. Et là, et ce côté-là, on ne gère pas, on dirait qu'il n'est pas géré. Nous avons demandé des explications à l'entreprise. Elle n'a pas souhaité faire de commentaires.
pas plus que l'autorité de contrôle. Pourtant, la collecte des déchets et leur tri est financée par chaque Français dans la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, entre 50 et 200 € par an. Mais sur 48 millions de tonnes de déchets produits par les ménages et les communes, 17 millions de tonnes finissent en décharge, soit l'équivalent de 1700 tours Eiffel enfouies sous terre chaque année. 12 millions de tonnes sont incinérées. Cela permet de produire de la chaleur, mais dégage aussi beaucoup de CO2. Et seuls 14 millions de tonnes sont compostées ou recyclées, soit moins d'un tiers de nos déchets. Des proportions inacceptables pour Stéphanie Kerbar. Cette députée a mené à bien la nouvelle loi anti-gaspillage, qui s'attaque notamment au problème des déchets. Nous avons fait le constat qui est alarmant. On enfouit encore trop parce que économiquement, eh bien, c'est moins cher que de recycler et de réutiliser. Et pendant des années, le mode de traitement du déchet a été l'aspect économique et quelque part, je dirais, on s'est peu préoccupé de la dimension environnementale, voire pas du tout. L'une des dispositions phares de la loi prévoit notamment d'augmenter le prix de la mise en décharge. Il va presque doubler dans les 5 prochaines années. Si le bilan n'est pas très réjouissant, plus de 5 millions de tonnes d'emballages ménagers sont quand même triés chaque année. Mais que deviennent ces matériaux censés passer par la vertueuse chaîne du recyclage? Là encore, leur parcours est très loin de ce que l'on imagine. À Lorient, le tri est une affaire sérieuse. Ce centre est l'un des plus performants de France. 18 000 tonnes d'emballages ménagers arrivent ici chaque année. Déposés en vrac sur ce tapis roulant, ils sont triés par une quinzaine d'employés du centre. 8 types de matières sont extraites, comme les cartons, les papiers et plusieurs qualités de plastique, opaques pour les bouteilles de lait ou transparents pour les bouteilles d'eau, et certains films alimentaires. Même quand le tri est exemplaire, certains emballages ne sont pas recyclables. C'est ce que l'on appelle les refus de tri. Une grande quantité de matière dont on ne sait toujours rien faire. Ils atterrissent dans cette benne. Là, on a un craquant, par exemple. C'est un plastique complexe. On le voit à l'intérieur, il est argenté. Donc ça ne se recycle pas. Celui-ci, alors certaines barquettes de ce type sont recyclables, d'autres pas, suivant la nature de leur plastique. Même pour un professionnel, difficile de s'y retrouver. Emballage de gâteaux, filets de pommes de terre. En France, en moyenne, 70% des plastiques ne sont jamais recyclés. Pourtant, aucune loi n'interdit aux industriels de les fabriquer. Conséquence, même dans ce centre modèle, un quart de ce qui arrive repart, direction la décharge ou l'incinérateur. Quant aux déchets bel et bien triés, ils posent un autre problème. Après avoir été mis en balle, le centre de tri doit les vendre à des spécialistes du recyclage. Mais les matières ne valent pas grand-chose. Bon Pascal, là on est sur du 80 € la tonne. Ça reste une des valeurs les plus élevées. Oui, les plastiques, oui. Mais la directrice doit parfois se résoudre à brader les matières, ou même à les donner. Aujourd'hui, elle est contente. Le cours des briques de lait est passé de rien à quelques euros. Et là, on n'est plus à 0 € de reprise, on est à 10 € la tonne. Hein. Ça vaut pas très cher quand même, toutes ces matières. Alors, elles ont beaucoup chuté, puisque c'est des matières qui sont cotées en bourse et donc qui sont fluctuantes en fonction des différents marchés. Donc là, elles ont chuté. Aujourd'hui, le carton est à 60 € la tonne. C'est vrai qu'il a pu monter à 130, mais le prix plancher, c'est 0. Et donc au final, il y a un déficit ou une marge? Il y a un déficit, il y a un coût résiduel pour l'habitant qui est de l'ordre de 11 €. 11 € par an, cela paraît peu.
Mais multiplié par le nombre d'habitants, cela représente 2,5 millions d'euros de pertes chaque année pour ce centre. Trier coûte cher et rapporte peu. Un modèle économique qui, malheureusement, conduit à de nombreuses dérives. C'est ce que veut dénoncer cet homme. Vous ne verrez pas son visage, nous l'appellerons Julien. Pendant des années, il a occupé un poste de cadre dirigeant dans un centre de tri privé. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, si on nous oblige à trier et valoriser du plastique, par exemple, mais que personne n'en veut et personne ne va nous les acheter, alors qu'est-ce qu'on en fait? Pour être rentable, le centre où il travaille met en place un système illégal. Ne plus trier certains déchets, pourtant parfaitement recyclables. Alors quotidiennement sur un centre de tri, afin de pouvoir dégager de la rentabilité, sur une dizaine de camions qui vont venir livrer des déchets, vous en avez à peu près 2 à 3 qui ne vont pas passer par la case-tri parce que cela va nécessiter trop de temps et de moyens et de ressources, et de l'envoyer directement à l'enfouissement ou à l'incinération, nous gagnerons plus d'argent. Le modèle économique est de facturer 100 € à notre client pour lui dire que nous allons traiter son déchet et envoyer ce déchet à un centre d'enfouissement où le coût va être un tout petit peu en dessous des 100 € et nous prendrons la marge. Et sur le volume, ça fait pas mal de marge. C'est pas très écolo quand même. Ça l'est pas du tout écolo. Pas écolo et pas non plus très honnête. Mais il estime ne pas avoir eu le choix. Oui, clairement, c'est quand même une certaine forme de superfuge vis-à-vis du grand public. On affiche qu'on trie, qu'on recycle, et au final, on voit clairement qu'on le fait pas. C'est dérangeant. Après, je ne serais pas resté dans ce milieu-là si on devait avoir aucune rentabilité sur un centre de tri. Donc oui, je n'ai pas eu le choix de continuer ces pratiques parce que ça se fait énormément dans le secteur. Aujourd'hui, ces pratiques sont courantes. Des accusations fortes, un scandale écologique que nous avons voulu vérifier. Nous avons enquêté sur un centre de tri de la région parisienne. Sur son site internet, il annonce fièrement: la valorisation des matières est notre priorité et nous cherchons à recycler toujours plus et mieux. Ici, on trie haut de gamme pour des clients prestigieux. De nombreuses communes, mais aussi l'Assemblée nationale, Auchan, le groupe Bolloré ou encore le joaillier Cartier. Une communication soignée, mais pas question d'entrée. Toutes nos demandes de tournage ont été refusées. Pour pénétrer les lieux, nous avons sympathisé avec un chauffeur qui livre des déchets et nous a laissé monter à bord. À l'intérieur du centre, les fameuses balles de matière à recycler, du carton, du papier. Une partie est donc bel et bien triée. Mais au fond, un grappin charge des matières recyclables dans un camion, notamment du carton et du bois. Impossible de rester plus longtemps. Mais nous aimerions bien savoir ce qu'il advient de ces chargements. Nous suivons l'un des camions. Il se rend dans la plus grande décharge d'Île-de-France, gérée elle aussi par le même groupe. Ce qui arrive ici est enfoui sous terre. Quelle quantité de matière recyclable y a-t-il dans ces camions? Pour le voir, nous retournons aux abords du centre de tri. Depuis un poste d'observation en hauteur, nous captons ces images qui laissent peu de place au doute. En moins de 30 minutes, nous filmons des quantités industrielles de films plastiques, tassés par camions de 24 tonnes. Il y a aussi quelques palettes de bois et surtout des tonnes de carton, qui ne seront donc jamais triés. Ces images, nous allons les montrer à un spécialiste des déchets pour l'Agence nationale de l'environnement, Marc Chevéry. Le bois doit être normalement trié. J'ai vu des cartons, donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être triées.
Un centre de tri à l'ancienne et un centre de tri grossier, ça trie très peu. Aujourd'hui, la réglementation fait que ce genre de centre de tri est amené à disparaître au profit de centres de tri beaucoup plus performants d'un point de vue environnemental. Aux yeux de l'expert, ce site ne répond pas aux normes et devrait donc être fermé. Nous avons demandé des explications au propriétaire du centre de tri, le groupe Veolia. Sans succès. Nous allons devoir décliner, les équipes ne souhaitant pas participer à un reportage. Après plusieurs mois d'attente, nous décidons de pousser la porte du siège social. On est une équipe de M6 de zone interdite. On cherchait à joindre la communication. Heureux hasard, le président directeur général du groupe est dans le hall. Nous tentons notre chance. Monsieur Frérot ? Monsieur Frérot ? Bonjour, Paul Labrosse, on est journaliste pour M6, pour Zone Interdite. On fait un reportage, on aurait adoré avoir la chance d'avoir un mot avec vous. Vous êtes gentil, mais là, les équipes de la communication vont s'occuper de vous, rassurez-vous. C'est pour montrer des images tournées dans un centre de tri, des images tournées en région parisienne. Quelques minutes plus tard, un responsable de la communication vient à notre rencontre. Bonjour monsieur, M6, Zone Interdite. Ils n'ont pas rendez-vous ? Non, on n'avait pas rendez-vous parce que j'essaye de joindre Madame déjà depuis plusieurs semaines. J'ai fait plusieurs demandes. On aimerait juste comprendre pourquoi tout ça n'est pas recyclé puisqu'on est dans un centre de tri. Très bien. Je vais vous donner mon mail et puis on verra si on a des commentaires à vous faire ou pas. Peut-être qu'on n'en aura pas. Voilà. Merci. Merci. Une semaine après cet échange, nous avons reçu un courrier de Veolia précisant: En Île-de-France, sur l'année 2020, Veolia a valorisé près de 70% des tonnages collectés. 70%, un chiffre impressionnant, mais totalement invérifiable vu la rareté des contrôles des autorités. De plus, valoriser ne veut pas dire recycler. Chauffer des logements en incinérant des déchets est une valorisation. Selon Veolia, reste 30% qui ne seraient pas recyclables. Toutes les matières souillées ne peuvent être recyclées. Les plastiques et les cartons que nous avons filmés ne seraient donc pas d'assez bonne qualité pour être recyclés. Difficile à comprendre au vu des images. Et bien dommage pour un centre qui promet de trier toujours plus et toujours mieux. À ce stade de notre enquête, il y aurait de quoi être un peu désespéré. Pourtant, le tableau n'est pas si noir. En France, on n'a jamais autant recyclé. 3,6 millions de tonnes d'emballage l'an passé, c'est 20% de plus qu'il y a 10 ans. Et certains révolutionnent le genre. Comme pour nos vieilles fenêtres en PVC, qui sont ici fondues et régénérées, avant de repartir équiper nos maisons. Il y a aussi de jeunes écolos qui récupèrent nos mégots de cigarettes avant d'utiliser leurs filtres et d'en faire de la mousse isolante pour les maisons ou même des doudounes. D'autres donnent même une seconde vie à ce que l'on sait le moins bien recycler. À Saint-Denis, dans ses anciens ateliers d'orfèvrerie, une bande de copains d'enfance a tout quitté pour se lancer dans un projet un peu fou. Il y a Edgar. Alors, il y a combien de briques à faire là ? Ancien assistant réalisateur, Théo, l'architecte, et Adrien, ancien expert dans le monde de l'art. Il y a 2 ans, ils montent de toutes pièces cet atelier pour créer un produit unique. Une brique colorée qui ressemble à un jeu de construction. Donc ça s'emboîte très facilement, hein, voilà, comme ça, tac. Et surtout, on peut vraiment imaginer des murs, des assises, des bancs, on peut tout faire avec. Pratique, mais surtout faite de plastique. Et pas n'importe lequel. Alors, il y a une belle quantité de bouchons différents. Et ça ne se recycle pas, parce qu'il n'y a pas de bonnes propriétés pour les industriels. Grâce à nous, ces déchets, eh ben, ils trouvent une nouvelle vie. Notre objectif, c'est de nettoyer la planète avec des objets durables et utiles au quotidien. Une fois triés, broyés, les paillettes de plastique sont fondues avant de devenir des briques. Et en cas de malfaçon, pas de problème. Donc on a une brique ratée, messieurs. Ça, c'est pas grave puisqu'on va la rebroyer.
elle se recycle à l'infini. Les applications sont multiples et ils débutent déjà des chantiers d'envergure. 3 semaines plus tard, leur mur écolo débarque dans un vacarme assourdissant en région parisienne. Près de 500 kilos de plastique recyclé pour faire une cloison. Elle isolera cet open space jugé trop bruyant. On va enfin pouvoir avoir des bureaux fermés et travailler calmement, donc je suis contente. Pour l'instant, vous ne travaillez pas trop calmement, mais... Oui, pas encore, mais bientôt. 284 briques à monter à coups de maillet. Elles tiennent grâce à quelques tiges métalliques. Du coup, les briques sont démontables et réutilisables à volonté. All right, baby. Bonjour. Bonjour. Le client, patron d'une société d'événementiel, semble satisfait. C'est canon, vraiment, top. Merci. Son activité génère beaucoup de déchets. Alors il a trouvé là un bon moyen de se rattraper. Et il est prêt à payer 3 fois plus cher que d'habitude pour des cloisons. Près de 4 000 € pour 7 mètres carrés. Moi je suis ravi, c'est bien. Au moins on a essayé de trouver une problématique pour se débarrasser un peu du plastique. Puis finalement on en a fait rentrer 500 kilos, donc avec une utilité. Donc c'est très bien. Après 24 heures d'efforts, le grand jeu de construction est achevé. Et l'équipe rêve déjà de beaucoup plus grand. À terme, nous, l'objectif, c'est quand même de pouvoir créer des maisons avec, entièrement réalisées de cette manière-là, qui permettrait d'avoir des maisons réalisables soi-même et de faire rêver. C'est-à-dire que tu aurais une maison qui représente 100 tonnes de plastique qui n'aurait jamais été recyclé et qui permettent de créer un toit pour une personne, quoi, ou une famille. C'est nickel. Leurs briques sont en phase d'homologation pour être aptes à la construction. Certains se battent pour recycler les déchets, d'autres pour empêcher les pollueurs d'agir. À Mareil, dans le Val d'Oise, la petite commune continue de vivre quotidiennement le cauchemar des dépôts sauvages, qui s'étendent jusque dans les champs des agriculteurs. La maire, Chantal Roman, n'est jamais au bout de ses surprises. C'est pas possible. C'est pas possible. Viens voir, on va regarder ce qu'il y a dedans. C'est un dépôt insolite, notamment des dizaines de pare-chocs de voitures. Ils viennent d'être jetés il y a quelques heures. C'est des criminels, c'est une honte. C'est insupportable. Mais la maire n'est pas du genre à baisser les bras. D'autant qu'elle a une piste. Un habitant de Mareil à 8h15 est passé ce matin. Il a vu un camion avec un gars qui déposait les morceaux et il l'a pris en photo. Donc j'ai des photos, ce qui est une grande première. Il arrive en voiture, il voit le camion, donc il s'arrête et il le prend en photo. À 8h15 en plein jour, alors qu'il y a plein de gens qui marchent, je comprends pas. Là, le haillon est encore bas, après il remonte le haillon. Une plaque d'immatriculation et une silhouette. Madame la maire ne pouvait rêver mieux. Là, on a sa tête, on a son camion. Donc vous allez faire quoi avec ces photos? Gendarmes. Je les ai prévenus tout de suite pour qu'ils viennent. Donc, nous croisons les doigts. À la gendarmerie du Val d'Oise, les photos fournies par la maire constituent une preuve irréfutable d'un flagrant délit. Si jamais l'auteur est identifié, il ne pourra pas nier... Alors on n'a pas son visage, mais on a quand même sa carrure et tout. Presque trop facile, car très vite, ils font face à un problème. BG bulgare, donc ça sera un véhicule de Bulgarie. L'enquête s'annonce difficile. Le problème qu'il y a, c'est qu'on va nous trouver une adresse, mais dans le pays d'origine. Donc effectivement, ça va nous aider. Maintenant, pour un dépôt sauvage, il ne va pas y avoir une entraide internationale. Heureusement, les gendarmes ont une autre solution pour remonter jusqu'aux pollueurs. Bon, il n'y a
que des morceaux, des carcasses de véhicules. Il y a déjà 2 plaques d'immatriculation. Une belle là. Les pare-chocs ont été déposés sans aucune précaution, avec leur plaque d'immatriculation française. Les véhicules sont rapidement identifiés. Oui, bonjour, c'est la gendarmerie du Val d'Oise. L'un d'eux appartient à une société d'informatique. Ça doit être un pare-choc de BM série. Oui, c'est tout à fait ça, oui, c'est une BMW série, oui. On avait un sinistre, il avait heurté un tiers à l'arrière. La société est rapidement mise hors de cause. Suite à un accident, le pare-choc a été changé par un garagiste de la région. Et c'est sur ce professionnel que l'enquête se concentre. Bonjour, vous êtes le gérant, vous êtes, c'est ça? Non, je suis l'associé. On trouve des pièces automobiles qui ont été, qui sont passées par votre garage, quand même, dans la nature. Vous en êtes responsable. L'homme est immédiatement convoqué à la brigade pour s'expliquer. Je vous remercie, allez-y, asseyez-vous. Et il va faire profil bas. Là, c'est des photos prises sur place. Est-ce que tous les pare-chocs viennent de chez vous? Peut-être pas tous, mais en bonne partie, oui. Pourtant, l'homme jure recycler ses pièces de carrosserie habituellement. Il aurait même un contrat à l'année avec une société spécialisée. Logiquement, il doit être recyclé là. Nous, on paye à l'année chez eux. Seul problème, le contrat ne prévoit pas le transport des pièces. C'est au garagiste de trouver quelqu'un. Vous procédez comment? Qui vient chercher? Les gars qui passent, quoi. Est-ce qu'il s'agit de personnes agréées pour effectuer ce genre de prestations? Là, c'est vraiment une question. Pardon? C'est vraiment une question, c'est qu'ils en savent rien, en fait. Normalement, ces transporteurs agréés sont obligatoires. Mais cette fois-ci, le garagiste a fait appel à un homme qui l'a payé de la main à la main, 60 €, 3 fois moins cher que le prix habituel. Alors ça, c'est de loin. Et le camion, c'est celui-ci. Il identifie le fameux camion, mais affirme ne pas connaître le chauffeur. J'ai un téléphone, mais je ne sais pas si c'est le sien. C'est marqué ferrailleur, mais je ne suis pas sûr que c'est lui. Les gendarmes ne se font pas d'illusions. Il sera difficile de retrouver le chauffeur. Mais à leurs yeux, le garagiste est fautif. Je vais demander des signatures. Hop. Il encourt jusqu'à 2 ans de prison et 75 000 € d'amende. Selon la loi, le producteur d'un déchet en est le responsable final. C'est le procureur qui décidera de poursuivre ou non le garagiste. En attendant, il devra venir récupérer à ses frais toutes les pièces abandonnées dans le champ. Pour tenter de trouver des solutions à ce fléau, Et toi? Chantal Roman réunit une fois tous les 2 mois les élus des environs. Autour de la table aujourd'hui, 6 maires de petites communes, dont Bellefontaine, 1600 habitants, Jany, 250 habitants, ou encore Villiers-le-Sec, 700 habitants. On est tous concernés par ce problème. Parfois, on désespère. Mais on a décidé de ne pas lâcher. C'est la raison pour laquelle on est là. D'autres agriculteurs... Chantal a aussi une autre idée derrière la tête. Elle a convié la gendarmerie, histoire de leur faire passer un message clair. Selon elle, ils n'en font pas assez. Beaucoup d'entre nous ne comprennent pas d'aller déposer des plaintes. On en a... au bout, il y en a qui n'y vont plus. Par exemple, ils disent ça ne sert à rien. On dépose des plaintes et on n'a pas de retour. Pardonnez-moi, c'est pas critique, mais c'est la vérité. La circulation d'un camion avec une benne chargée ou un aller-retour ne rend pas le conducteur coupable d'un dépôt illicite, d'un dépôt de déchets. À un moment donné, on doit le constater, ce dépôt. Donc c'est en cela que les enquêtes prennent du temps. C'est la recherche de la preuve. Avec 31 gendarmes pour couvrir 123 km² de territoire, difficile d'être sur tous les fronts. Qu'importe pour Chantal, il est urgent d'agir. Il faut qu'on regarde quels sont les axes les plus fréquentés, sur lesquels on a le plus de problèmes, et se dire, on s'en coince un ou deux, et comment on les coince? D'abord, ça nous fera du bien à la tête. Je pense que ça nous remontera le moral, et puis on se prendra une bouteille de champagne. Certains élus se disent même prêts à en découdre. On va monter des milices et puis on ira tourner le soir avec différentes personnes et puis le fusil de chasse. Si derrière l'État ne fait rien, il ne faudra pas qu'ils viennent être surpris qu'un jour il y a un accident. On fait face
à du banditisme environnemental. Et il faut les traiter comme des bandits. Il faut les traiter comme des trafiquants, parce que ce ne sont que des trafiquants. Des élus excédés, car c'est souvent aux communes de payer le nettoyage. Et cela grève sérieusement les petits budgets de ces villages. Si je dois consacrer l'essentiel de mon budget sur l'enlèvement des dépôts sauvages, ben c'est pas possible. J'ai consacré au niveau de l'année 2020, en matière de retrait, 40 000 €. Voilà ce que j'ai à dire. Et heureusement, il y a eu une enveloppe qui a été mise en place par la communauté de communes, qui m'a permis de payer que 10% d'enlèvement. Mais vraiment, là, moi, je sais que j'en ai ras-le-bol, quoi. J'en avais pour... Vous pensez que quelque chose va changer après cette réunion? Bien sûr. J'y crois toujours. Hein. Si on fait rien, on n'y arrive jamais. C'est sur la durée qu'on gagnera. Sinon, il y a longtemps qu'on se serait arrêté. Non? Mais qui sont donc ces bandits de l'environnement qui semblent insaisissables? Nous allons essayer de remonter leurs traces. En quelques clics, on trouve facilement des annonces de professionnels comme de particuliers qui proposent d'évacuer les gravats de chantier. Il y a des dizaines et des dizaines d'annonces. Des débarrasseurs qui opèrent 7 jours sur 7, partout sur le territoire, à des prix imbattables. Bonjour. Oui, nous entendons, bonjour. Nous nous faisons passer pour des particuliers qui viennent de terminer des travaux de salle de bain. Quelques sacs. Vous mettez combien de temps à intervenir là, pour quand on aura terminé? Aujourd'hui? Ouais. Nous, on sera là vers 16h, c'est bon pour vous? Ok, merci. Pour trouver des déchets de chantier à leur donner, rien de plus facile. Direction Mareil en France. C'est du carrelage là. Ouais, on va prendre ça. Nous demanderons à plusieurs transporteurs d'évacuer chacun près de 200 kilos de gravats. Ça là, c'est pas mal. Afin de savoir si nos sacs prendront la direction de la déchetterie ou s'ils se retrouveront dans une décharge sauvage, nous les suivrons à la trace, à l'aide d'une balise GPS. Hop, ça met là. Pour faire illusion, nous leur avons donné rendez-vous au pied d'un immeuble. Ah bah voilà. En tout, nous allons réaliser cette expérience avec 5 débarrasseurs différents. Bonjour. Monsieur. Ça va bien. On fait aller. Bonjour. La transaction se règle en liquide, entre 100 et 120 €. Pas de facture, l'activité est illégale. Pourtant, 3 transporteurs sur 5 vont bel et bien emmener notre chargement dans une déchetterie comme celle-ci. Ce qui leur coûtera à peine 20 €. Les 2 derniers, eux, ne dépenseront pas un centime, malgré leurs promesses. Vous allez en faire quoi alors? Déchetterie, monsieur? Ouais. Ah oui, oui. C'est un peu le moins. Comme ça, que ce soit trié en plus. Ouais, bah ce serait bien, ouais. Grâce à notre balise GPS, nous comprenons très vite que l'homme au camion bleu ne prend pas la direction de la déchetterie. Il s'arrête à seulement 20 km de là, sur un parking aménagé en aire d'accueil des gens du voyage. Ici, stationne une vingtaine de caravanes. Près de l'entrée, à côté du camion bleu, nous retrouvons nos sacs, jetés à même le sol près des poubelles. Mais nous ne sommes pas encore au bout de nos surprises. Le 5e débarrasseur arrive dans un camion hors d'âge. Alors? Oui, bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va bien. On m'a donné la GPS de l'autre côté, là. Avec, Il ne parle pas bien le français. Moi, j'ai parti de la face. Ça va aller à la déchetterie? Ouais. Super. Il nous assure lui aussi tout faire dans les règles. Mais en le suivant, nous allons découvrir un lieu presque inimaginable. À 15 km de là, son camion nous amène à Goussainville, en banlieue parisienne. Sur une superficie équivalente à près de 10 terrains de football. S'entassent pneus, frigos, sacs de chantier remplis de matières en tout genre. Probablement la plus grande décharge illégale de tout le département. C'est incroyable,
Mais voici à quoi ressemblait ce terrain, il y a à peine 8 mois. À côté de la montagne de déchets, des baraquements habités par des Roms. Bonjour. Nous tentons de nous renseigner en caméra cachée. On est journaliste. Combien de personnes vivent ici? Beaucoup. Il serait près d'une centaine, installés sans autorisation sur ce terrain privé. Quant à la montagne de déchets juste derrière eux, personne ne semble avoir d'explication. Vous parlez français un peu? Et qu'est-ce que c'est tout ça derrière là? Il y a des pneus, tout ça. C'est quoi ça? Il y en a des trucs. Ça vient d'où tout ça? Je sais pas. C'est quoi ça? Rubbish. Tomate, Pas d'explication, mais des dizaines de camions sont stationnés. Parmi eux, nous retrouvons le véhicule qui a transporté nos gravats. Bonjour. Ici, le balai des débarrasseurs est permanent. Une partie des habitants semble vivre de ce business. Aux abords, il ne faut pas longtemps pour observer des déchargements. Nous avons contacté la mairie de Goussainville et la préfecture du Val d'Oise. Mais personne n'a souhaité prendre la parole. Quant aux propriétaires du terrain, ils affirment avoir porté plainte dès l'envahissement des lieux, mais les forces de l'ordre ne seraient jamais intervenues. La dépollution coûtera plusieurs millions d'euros. Une bataille judiciaire est engagée pour savoir qui paiera la facture. En tout cas, sûrement pas les pollueurs, partis s'installer ailleurs. Cela semble difficile à croire, mais en France, le business des déchets illégaux rapporte des fortunes à certains. À Marseille et dans ses environs, des propriétaires de terrains amasseraient des millions d'euros en détruisant l'environnement. Des pratiques qui révoltent Jean Sanson. Avec son association, il en a fait le combat de sa vie. Le principe est que des propriétaires de terrain cèdent aux sirènes de l'argent en acceptant de recevoir chez eux complètement illégalement les matériaux issus des chantiers de la région. Je peux vous montrer des millions de mètres cubes dans pas très longtemps qui sont complètement en dehors de tout contrôle, déversés. À première vue, cette pinède a tout d'un petit coin de paradis. Mais sur le terrain voisin, la nature a presque disparu, comme noyée. Vous voyez que les arbres sont enterrés, submergés par une tsunami de décombres, de terre, de matériaux divers provenant de tous les chantiers de la région. Le terrain qui est dessous, c'était ça. C'était les collines de Pagnol. Voilà en quoi ils nous les transforment. Selon Jean Sanson, les déversements de terre auraient commencé ici il y a plus de 10 ans. Et quelques minutes après notre arrivée, un camion déverse son chargement. Tenez, voilà, en direct, il est jeudi après-midi et on tombe sur des camions en train de décharger. Alors regardez, la terre est grise, regardez, des rochers, des blocs, des pierres. Là, on est sur les premières couches qui sont complètement pourries. Là. Ça doit partir en aire de stockage pour pouvoir être trié. La loi est stricte. Elle limite les terres de remblai accueillies sur un terrain privé à 2 mètres de hauteur sur 1 hectare. Ici, au vu de l'image satellite, la surface dépasse les 5 hectares pour plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Quant aux terres déposées, elles doivent être non polluées, ce qui n'est pas le cas ici. On voit du plastique et du bitume. Une belle économie. Les traités coûteraient de 50 à 150 € la tonne, soit jusqu'à 1 000 € pour un camion comme celui-ci. Vous pouvez voir un nouveau camion qui arrive, le 4e en moins de 10 minutes. Bien sûr, le propriétaire du terrain prend beaucoup moins cher qu'un centre de retraitement. Mais cela aurait fait sa fortune. Les propriétaires qui reçoivent des centaines de camions comme ça, disons qu'ils reçoivent un gracieux dédommagement en espèces sonnantes et trébuchantes. Quand on imagine sur 80 mètres de hauteur et sur les centaines de mètres de long, c'est des millions d'euros là, qui sont là. Des millions.
Le propriétaire, il a réussi à trouver la pierre philosophale. Et il transforme du déchet en or. Des mines d'or d'un nouveau genre qui pullulent dans les environs. Le militant associatif en a comptabilisé une 50aine juste dans son département. Voici la dernière, sur la commune des Pennes-Mirabeau. Toute la journée, des camions déversent des gravats de chantier. Il peut y avoir de tout. Il peut y avoir du béton, il peut y avoir du mercure, il peut y avoir des sols pollués par des produits chimiques. Regardez les blocs de bitume, des blocs noirs là sur le bord. Qu'est-ce qu'il y a dessous? Il y a un parking complet? Le terrain appartient à cet homme, un boulanger qui a abandonné son ancien métier pour cette activité qui serait bien plus lucrative. Le tarif pour déverser ici serait de 70 € par camion. À 15 camions par jour, cela fait près de 20 000 € par mois, net d'impôts bien sûr. Une jolie somme pour l'homme dont le travail se limite désormais à dissimuler les déchets les plus visibles. Alors forcément, notre caméra n'est pas la bienvenue. Nous sommes pris à partie par la compagne et la fille du propriétaire. Je suis marcheuse. Je vais vous montrer partout où il faut filmer. Vous voulez que je vous montre? Là, nous sommes sur une décharge illégale. C'est pas une décharge. Mais donnez-moi les certificats d'urbanisme qui vous donnent l'autorisation de décharger absolument n'importe quoi. Qui vous venez de voir décharger? J'ai vu, madame. Qui vous avez vu, monsieur? Il y a un portail grand. C'est le procureur qui vous interrogera pour savoir qui c'est qui a... Voilà. Eh ben, qui c'est? Ben, on ne le sait pas. Vous irez au On procureur. ne le sait pas. Mais c'est pas nous qui faisons ça. Madame. Nous, ce qu'on fait rentrer, c'est de la terre. Madame, vous nous Vous avons... plantez des arbres, mais vous avez un problème voyez, ou quoi? vous corrompez la nature. Non. C'est pas parce... La tension est telle que la femme du propriétaire jette notre caméra. Mon mari, il a planté le terrain pour mettre des arbres. Il est en train d'arroser ses arbres. Il est en train d'arroser ses arbres. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on n'a rien fait. Madame. Selon elle, ils ne seraient donc que des amoureux de la nature. Mais il faudrait avoir la main bien verte pour réussir à faire pousser des arbres sur ces terres souillées par ces déchets en tout genre. Le propriétaire est dans l'illégalité. Mais il n'est pas le seul. Il y a aussi les entreprises de BTP qui viennent déverser leurs déchets ici. Pour le savoir, nous suivons 2 camions. Tous 2 prennent la direction de Marseille. Le premier s'arrête sur les hauteurs, sur un terrain en chantier. La construction d'une maison d'un particulier. Nous nous faisons passer pour des acheteurs à la recherche d'un logement. Dans le coin et on va faire probablement des travaux. Et donc on voulait savoir... Qu'est-ce que vous voulez acheter? Bah, une maison. On cherche. Nous interrogeons le chef de chantier sur la destination des gravats. Et ça, alors après, ça va où du coup? Ben, on le jette à la déchetterie. C'est 50 € le mètre cube. Pour un camion comme celui-ci, l'entrepreneur paierait donc 350 € pour traiter ses remblais dans les règles de l'art. Mais en insistant un peu, le discours change. Et on est obligé de les envoyer en déchetterie, tout ça? Et où on les envoie? Parce que si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de rembler, on les jette chez lui. Ça, c'est possible? Ah oui, c'est possible. Parce que nous, on l'amène pas à la déchetterie, hein. On l'amène à des endroits où les gars, ils nous font payer. Pas comme la déchetterie. C'est bien. 60 €, 70 €. Les terrains privés, c'est 5 fois moins cher que la déchetterie. Alors beaucoup d'entrepreneurs n'hésitent pas longtemps. Le deuxième camion que nous suivons se rend au cœur de Marseille, sur un chantier de prestige. 113 logements construits par Eiffage, le 3e groupe de BTP français. Le véhicule charge des matières issues de démolition, avec de la ferraille imbriquée dans du béton. Selon les conducteurs de travaux, ce camion appartient à un sous-traitant. Et il s'appelle comment le sous-traitant? Lui, d'habitude, c'est la terre ou le morceau de béton. D'accord, ouais, c'est ça. Et après, il les mène à la déchetterie, pour retraiter. Voilà. Merci, monsieur. Un sous-traitant, soi-disant irréprochable. Nous voulons en savoir plus sur cette société domiciliée dans un centre d'affaires marseillais. Bonjour, bonjour madame. Je cherche la société... Il faudrait peut-être prendre rendez-vous avec eux parce qu'ils sont domiciliés chez nous, mais physiquement ils sont pas là-bas, ils sont pas là en fait. Ah, ils sont pas là? D'accord, il n'y a pas des bureaux là? Eux n'ont pas besoin d'un bureau chez nous. Et vous donnez-moi leur mail peut-être? Ouais, mais c'est ça.
Ah, vous n'avez pas le droit? C'est un employé qui peut vous rappeler. D'accord, ok. Une société sans locaux et qui ne donne pas ses coordonnées. Nous réussissons finalement à récupérer le téléphone du patron. C'est bien vos camions qui chargent les gravats de ce chantier? Bon, ben voilà, ce camion, on l'a suivi jusqu'à un terrain forestier au Pen Mirabeau. Pardon? Vous n'êtes pas au courant? Non, je suis pas au courant. Quand l'homme comprend la situation, il ne s'embarrasse plus d'explications. Arrêtez de me casser les couilles, merci. Les pratiques de ce sous-traitant sont-elles connues du groupe Eiffage? L'entreprise n'a pas souhaité nous recevoir, mais elle nous a fait parvenir cette réponse. Selon elle, les gravats de son chantier ont bien été évacués vers un centre de traitement, mais elle reconnaît quelques erreurs. Contrairement à ce qui était convenu, et sans que nous n'en ayons été informés au préalable, ce prestataire nous a déclaré avoir déposé le contenu de 4 camions sur le terrain d'un particulier, à la demande de ce dernier pour le rehausser. Cela constitue un manquement à ses obligations contractuelles. Ainsi donc, seuls 4 camions se seraient égarés selon le groupe de BTP. Mais légalement, l'entreprise est tout aussi responsable que son sous-traitant. Il risque jusqu'à 375 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Quelque temps après notre tournage, la loi s'est durcie. Désormais, les transporteurs doivent fournir un justificatif de mise en décharge à leurs clients. Mais les autorités semblent débordées. Au Pen Mirabeau, le maire Michel Amiel se sent bien démuni. Il connaît l'existence de la décharge que nous avons filmée et a même verbalisé le propriétaire, qui ne voudrait rien entendre. À peine arrivés sur place, nous tombons nez à nez avec l'ex-boulanger. C'est le propriétaire de... Moins virulent que sa femme. Et vous pensez que vous avez le droit de le faire sans autorisation? Je vous pose une question. Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites sur un terrain naturel agricole. C'est tout. Je sais, moi j'ai compté faire un peu des plateformes pour faire un peu plat, là. Vous faites une double infraction au code de l'urbanisme et au code de l'environnement. Au code de l'urbanisme, parce que vous modifiez de terrain naturel en zone agricole et vous n'avez pas à le faire. Et au code de l'environnement, parce que là, vous êtes joyeusement en train de polluer les terres. Vous polluez. Vous polluez. C'est pas de la terre végétale, c'est pas de l'humus que vous avez mis. Ah non, c'est pas de la bonne terre. Non, c'est pas de la bonne terre. C'est de la terre de chantier, vous l'avez dit vous-même. Bon, vous avez eu un constat. On est venu. Oui. Les services sont venus. Mais je vais pas tout lever ce que j'ai mis, quand même. Ah, mais attendez. Moi, j'ai constaté une infraction qui est grave. Je sais. Qui est grave, franchement. Vous vous en rendez pas compte. L'ancien boulanger va jusqu'à affirmer accueillir gratuitement tous les déchets des entrepreneurs. Ils vous payent quand même. Parce que normalement, je suis sûr qu'ils vous payent parce que on a eu des témoignages de chauffeurs de camions, qu'importe. Et on a vu des entrepreneurs qui disent qu'ils vous donnent 60 €. Ah ben alors, je sais pas qui c'est. Hein. C'est des philanthropes, quelque part. Ils font ça par amitié, faut arrêter, quoi. Et ça, vous avez signalé au procureur? Ah oui, ces choses-là, pas encore. Là, il y a le rapport d'information par la police et on va transmettre en effet. Bon, allez, on y va. Depuis, Michel Amiel a fait suivre sa plainte au procureur de la République. L'ancien boulanger pourrait être condamné à nettoyer son terrain. Mais la procédure s'étalera probablement sur des années. Parmi les déchets qui polluent le plus, les appareils électroménagers sont en pole position. C'est pour cette raison que les lave-vaisselle, les lave-linges et les frigos sont soumis à une éco-participation. Elle est inclue dans le prix d'achat et cela paye leur dépollution. Mais vous allez voir que ces appareils, quand ils sont hors d'usage, valent de l'or et finissent parfois dans des filières parallèles. La lutte contre ces pollueurs prend des allures de film policier. Tout commence à Toulouse. Cette usine fait chaque jour un grand pas pour l'environnement. Grâce à notre écotaxe, elle dépollue quotidiennement près de 600 frigos, 17 000 chaque mois. Pour Guillaume, le patron de l'entreprise, la moindre erreur ici coûterait cher à l'environnement. Là, vous avez un très vieux réfrigérateur d'une bonne quarantaine d'années qui a l'équivalent
d'1,5 tonne à 2 tonnes de rejet de CO2 s'ils ne rejoignaient pas une filière comme celle-ci qui va dépolluer et qui va ensuite pouvoir mettre en place un recyclage. Sans dépollution, les frigos, même les plus récents, rejettent en moyenne 1 tonne de CO2. Car les polluants se cachent aux 4 coins de l'appareil. D'abord, c'est une huile qui coule dans toute la grille arrière pour générer le froid. Elle ne doit pas se répandre, alors on l'extrait méticuleusement. Elle rejoindra une filière spécifique. L'autre ennemi de l'environnement, c'est la mousse présente sur toutes les parois. Dans cette porte de réfrigérateur, vous avez la mousse isolante pour éviter que le froid sorte. Et donc, dans le process de dépollution, on va les retirer, séparer cette mousse-là. La mousse est extraite en broyant le frigo dans une pièce fermée pour éviter que poussière et gaz ne s'échappent. Ce qui est récupéré servira à refaire d'autres appareils. Cette dépollution est obligatoire pour tout l'électroménager depuis 15 ans, mais la loi ne serait pas vraiment respectée. Il y a entre 400 et 500 000 appareils qui ont une destination qui est inconnue, entre guillemets. Et on imagine que ces appareils-là puissent rejoindre des filières illégales. On est très, très attentif pour lutter contre ces filières qui font commerce et qui polluent l'environnement. Dans son contrat avec l'État, Guillaume a pour mission de recycler jusqu'à 80% des déchets électroménagers. La concurrence des filières clandestines met en danger son entreprise. Alors depuis quelques années, il diligente des enquêtes pour mettre fin à leur trafic. Selon lui, l'un des départements qui pose le plus problème se trouve au pied des Pyrénées, près de Perpignan. C'est là qu'une grande partie des appareils électroménagers s'évapore dans la nature. Certaines sociétés les revendraient sans les dépolluer. Ce sont des récupérateurs. Il y en a 1500 sur le territoire français. Leur business ? Acheter et revendre de la ferraille. Le cours de ce métal peut atteindre plus de 300 € la tonne. Et les déchets électroménagers sont composés à 50% de ferraille. Nous voulons savoir si les récupérateurs des environs respectent la loi. Alors nous nous sommes procurés 3 frigos hors d'usage et 2 lave-linges. Nous allons tenter de vendre notre marchandise chez l'un d'entre eux. Normalement, il a interdiction de nous les acheter. Première tentative. Vous avez que de la ferraille, non? Là, c'est des machines. Je veux voir, s'il vous plaît. Ouais, bien sûr. Il y a du lave-linge, du frigo. Ah, les frigos, on ne me les prend pas. Maintenant, c'est interdit. Tu en fais quoi des frigos alors? Eh bien, il faut les jeter à la déchetterie. Ici, on respecte la loi. Contrairement à leurs voisins dans ce grand hangar. D'accord. On m'a dit que vous repreniez là, les vieilles machines, tout ça. Ouais. Ok. Nous sommes envoyés au fond du hangar, vers un immense tas de ferraille. Nous déchargeons nous-mêmes frigos et lave-linge. L'employé n'y jette pas un œil. C'est le patron des lieux qui fait le règlement. Là, vous avez la facture et le chèque a découpé en bas. Ok, merci beaucoup, monsieur. Nous repartons avec un maigre chèque de 11,97 € pour 190 kg de ferraille. Mais eux gagneraient beaucoup plus. Car ce n'est pas un, mais des centaines de frigos qu'ils récupéreraient illégalement. Pour le prouver, un détective privé surveille son hangar nuit et jour. Il a été engagé par Guillaume, l'entrepreneur qui recycle les frigos. Le client soupçonne que ces gens revendent au black à des filières étrangères de la ferraille d'électroménager. À titre d'exemple, je crois que la benne remplie, ça peut monter jusqu'à 5 000 € au black. C'est un trafic qui peut rapporter beaucoup d'argent. Ce soir-là, le détective ne perd pas son temps dans sa voiture. S'il est là, c'est que quelques heures plus tôt, à la frontière espagnole, il a filmé un camion très particulier, qu'il attendait depuis des jours. À un moment donné, j'ai aperçu au loin ce camion-là et je me suis dit, elle est là. Waouh, bingo.
Elle, c'est une presse hydraulique roulante. Elle sert à compresser les frigos. Je l'ai rattrapée, j'ai eu confirmation que c'était bien elle. C'est bon, maintenant, là, on la lâche plus. Et donc, c'est celle-là qui est arrivée juste à l'entreprise là. La presse est bien dans le hangar. Maintenant, il veut savoir où vont être envoyées les compressions de frigo. Si ce sont des gens qui fraudent, ce sont des gens méfiants. Et des gens méfiants, il faut, nous, être très prudents. On s'inscrit dans la durée, on sait qu'ils sont là. J'ai pas besoin d'aller plus loin, j'ai pas besoin d'aller me griller. Au petit matin, à bonne distance, nous filmons la presse en action. Ici, à droite de l'image, le grappin récupère des éléments blancs qui font penser aux parois d'électroménager. Au milieu, un cube qui pourrait être un frigo avec sa mousse isolante. Quelques minutes plus tard, il en ressort une belle compression qui s'entasse avec les autres à l'arrière du bâtiment. Et en les observant, le doute n'est plus permis. Il y a bien de l'électroménager au milieu de la ferraille. On voit très nettement de la mousse isolante. Et par terre, coule un liquide qui ressemble à celui des moteurs de frigo. Nous allons interroger le patron de la société en caméra discrète. Est-ce que vous prenez des déchets électroménagers, genre frigo Non, pas du tout. C'est des déchets d'équipements électriques et électroniques, donc ça, c'est des produits qu'on ne prend pas. J'ai pu venir ici avec un camion et vous vendre des frigos. Normalement, non, c'est pas chez nous. Ah si, c'était chez vous, c'était ici, je vous jure. Donc, si ça a été le cas, c'était une erreur, mais voilà. A priori, non. Alors, erreur d'aiguillage ou trafic de grande ampleur? Le détective penche plutôt pour la deuxième option. Il s'est un peu éloigné du bâtiment et a reçu du renfort. Une collègue s'est positionnée plus près, sur un autre point d'observation. Donc je reste où je suis. Dès que je vois du mouvement, je t'appelle. Ils vont devoir prendre en chasse les camions pour connaître la destination de ces compressions. Et très vite, il y a du mouvement. Pour le détective, c'est le début d'une filature à rebondissement. Putain, il m'est arrivé tout droit le temps que je zoome pour voir si c'était des trucs. Ça allait super vite. Il est parti où, en point? Je sais pas parce que je suis pas derrière. D'accord. Personne n'a vu où le camion partait. Il va falloir improviser. Allez, voilà, tu vois, ça c'est typiquement... On va aller là, on va tester là. Vas-y, je prends ton instinct. Allez hop. Quelques kilomètres plus loin, pas de traces du camion. Ah putain. Le détective fait demi-tour, direction l'Espagne. Bon allez, on va envoyer un peu. Le détective privé n'hésite pas à s'affranchir des règles du code de la route. Et il retrouve le coupable rapidement. À mon avis, c'est celui-là. Et waouh. Il garde une preuve de l'immatriculation du camion. Ouais, c'est bon, je l'ai retrouvé. Oh, alléluia, c'est trop fort. Ouais, super. Il y a une gare de péage. Je vais essayer de me mettre à côté de lui pour faire des photos de près de la ferraille. Là, on est sur du bon truc, là. Là, on est sur ce qu'il faut, là. Bon, maintenant que j'ai repéré que c'est celui-là, je vais devoir prendre un peu de distance. On ne peut pas être derrière un camion à 80 km/h, c'est pas possible. Donc pour pas me faire repérer, je vais être obligé de le laisser passer. La filature dure plus de 2 heures. Elle se poursuit côté espagnol jusqu'à une zone industrielle à 60 km de la frontière. Le camion est rentré là. Donc là, hop, il faut baisser la caméra. Ouais, je vais quand même discrètement. Le détective tient enfin la preuve qu'il attendait. Ça, c'est parfait. Donc là, on a identifié un site, en fait. Maintenant, on est sûr qu'effectivement, c'est lui qui récupère le matériel pressé.
Donc ça, c'est une information importante pour le client. C'est toute une filière d'export illégal de déchets dangereux depuis la France qui viendrait d'être identifiée. À 1000 km de là, Guillaume, le patron chargé de la dépollution de l'électroménager, a déposé plainte auprès du procureur de la République sur la base des éléments de ses détectives. C'est dramatique de gérer des déchets dangereux en totale non-conformité avec la réglementation et notamment de n'assurer aucune dépollution, parce que c'est ça le sujet. On voit, il n'y a pas de doute possible, ce qu'il reste de vieux appareils électroménagers. On voit aussi des flaques. Je suis même quasiment certain qu'il s'agit de fluides frigorigènes de réfrigérateurs. C'est du gaz à effet de serre. Hein. C'est révoltant. Il y a une vraie, entre guillemets, organisation, une organisation illicite. Hein. Je pense que les pouvoirs publics vont se saisir de ce dossier-là très rapidement. Guillaume est habitué aux actions en justice. En 15 ans, il a déjà déposé plus de 300 plaintes. Notre société produit tellement de déchets que nous ne savons parfois même plus où ils finissent. Même quand ils sont enfouis et oubliés depuis des années, ils continuent de pourrir le quotidien de certains habitants. À Sillingy, en Haute-Savoie, vu d'en haut, rien ne laisse présager que ce lotissement coquet de 4 maisons est devenu un enfer pour ses propriétaires. Le pavillon de Salvatore a été construit il y a 15 ans. Aujourd'hui, il menace de s'effondrer. Le portail, vous voyez, regardez, bientôt je ne pourrai plus l'ouvrir parce que tout s'ouvre en fait. Ici, la terrasse. La terrasse, voilà, tout se casse. Les fissures se multiplient du sol au plafond. Alors, le plus gros du problème, il se passe ici. La façade, voilà. Ça y était pas cet été. Là, on en est là. C'est tout fissuré. Tous les matins, tous les soirs, avant d'aller me coucher, je fais le tour de la maison parce que j'ai une fissure chaque jour qui apparaît et que je regarde si ça s'aggrave. Donc là, pareil, on a 2 doigts là. Là-haut, pareil. Rien à voir avec une malfaçon. Sa maison est construite sur une ancienne décharge. Là, le terrain est descendu, je crois, de 50 cm. Si on se remet de niveau, on est à plus de 50 cm. Les déchets se décomposent, alors les maisons s'enfoncent année après année. La fissure, ça s'aggrave. J'ai regardé encore ce matin, ça s'est agrandi un petit peu sous la fenêtre que je t'avais montré. Dans le lotissement, les propriétaires imaginent déjà leur maison engloutie par les déchets. Les ordures ont tendance à se tasser. 10% de son volume se tasse par an. À un moment donné, dans notre vie, la maison va sortir par le toit. Oui. Donc le matin, j'irai au boulot par le Velux. Alors aujourd'hui, j'en rigole parce que je veux pas péter un câble. Parce que oui, au fond de moi, je suis en train d'exploser. Je suis une bombe à retardement, ça c'est clair. C'est clair, j'ai envie de tuer tout le monde. Parce que je me suis fait avoir et que personne ne s'occupe de nous. Ils se sentent abandonnés, trahis, mais gardent espoir que leur maison tiendra. Mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Juste à côté, Eric, lui, s'est résolu à quitter les lieux il y a 3 ans. Sa maison est déjà dangereuse. Il revient ici le moins possible, et à chaque fois, avec le cœur serré. Qu'est-ce que ça me fait mal au cœur de venir dans cette maison, c'est pas possible. Fais-moi ça. Les experts sont formels. Sa maison risque de s'effondrer dans les 10 prochaines années. Là, je découvre. On voit bien que tout s'écarte, tout s'écarte. Regardez, il n'y a rien qui tient. La fenêtre ne tient pas puisque la maison, elle penche de ce côté. Son projet de vie, avec sa femme et sa fille, s'est envolé. C'est désolant parce que vraiment, c'était la maison de nos rêves. On pensait qu'on allait vivre là heureux. Nous étions des jeunes parents. Je me revois encore sur la dalle avec ma fille en train de lui dire « Mais tu vois, regarde, ça sera ta chambre ici, et puis on pourra faire ça, on pourra jouer dehors. » Et puis tout est
tout tombait en l'air en l'espace d'une année. Une année. Les premières fissures apparaissent 1 an après la livraison de sa maison. Et puis viennent les odeurs pestilentielles qui remontent du sol. Éric demande des explications. Le maître d'œuvre ne lui répond même pas. Alors il fait venir un expert qui sonde le terrain en profondeur. Son constat est sans appel. Comme ça, il a hoché la tête, il a dit, vous savez, ça va être plus grave que ce qu'on pense. Parce que là, il y a des déchets organiques. Et là, vous dites, mais c'est un cauchemar, quoi? Ça, c'est ce qu'il y a sous la maison, voilà. Voilà, des déchets comme ça. Et là, regardez, les petites choses bleues sont des morceaux de sacs plastiques broyés. On a retrouvé des semelles, des morceaux de bouteilles de lait. On a appris que nous étions assis sur 17 mètres minimum de déchets, d'une poubelle géante. Et qui accepterait d'habiter sur une poubelle? Les analyses révèlent aussi la présence dans le sol de plomb, de cuivre ou d'hydrocarbures. Autant de matières toxiques qui pourraient avoir de graves conséquences sur la santé des habitants. Éric porte plainte. Pendant près de 10 ans, la procédure va exhumer tout ce qui leur a été caché. Il découvre qu'à l'endroit même du lotissement se trouvait une ancienne carrière de grès dans les années 60 qui a ensuite été comblée avec toutes les ordures de la région. Pourquoi la mairie a-t-elle autorisé la construction d'un lotissement à cet endroit? Les plus anciens se le demandent encore. Jean-Marie Nantua était maire dans les années 90, bien avant le lancement du projet immobilier. Pour lui, impossible d'ignorer l'histoire de ce terrain. Tout le monde connaissait la décharge de la Petite Balme. C'était de notoriété publique. Les camions y sont passés pendant des années et des années. Tout le monde savait que la décharge existait. Lorsque la décharge cesse son activité, Jean-Marie Nantua se demande si la mairie peut récupérer le terrain. Mais la réponse laisse peu de place au doute. On a quand même demandé des conseils aux services spécialisés de la préfecture qui nous ont dit la chose suivante, c'est que compte tenu des fermentations et de la création des gaz, il fallait attendre pratiquement 30 ans avant de pouvoir utiliser le terrain. Donc pour nous, l'affaire s'est arrêtée là. Pour éviter la construction de bâtiments, Jean-Marie Nantua va geler la zone dans le plan d'occupation des sols. Mais 3 ans plus tard, un nouveau maire lève cette restriction et délivre les permis de construire. Il n'a pas souhaité nous rencontrer. Nous avons pu le joindre au téléphone. Il assume d'avoir autorisé ces constructions. Mais il est plus embarrassé quand on lui demande s'il a informé les futurs propriétaires de l'existence de la décharge. Et pourquoi vous ne les avez pas prévenus? Vous auriez pu au moins les prévenir. Mais on va être si le terrain ne permet pas la construction, celui qui fait les travaux publics, eh bien, il retire ce qui est mauvais et il remet du bon. Hein. Vous avez des regrets aujourd'hui? Mais bien sûr qu'on a des regrets. J'ai évidemment une responsabilité morale par rapport aux conséquences. Donc j'en suis désolé des problèmes de ces 4 personnes. Les propriétaires du lotissement ont lancé un recours contre la mairie de Sillingy pour obtenir des indemnités. Tiens, regarde, c'est le rapport d'expertise. Aujourd'hui, Éric et sa femme Adélia vivent dans un appartement de la banlieue d'Annecy. Ça devient vraiment lourd comme situation. Hein. La liste des responsables ne se limiterait pas à la mairie. Selon eux, le promoteur lui aussi serait en cause. L'enquête démontre qu'il avait été informé de la mauvaise qualité du sol par son chef de chantier. Après décapage de la terre végétale, le terrassement fait apparaître une couche de poubelle, entre guillemets. À aucun moment vous ne faites mention de cette décharge dans votre étude du sol. Nous avons demandé de stopper le chantier. Le promoteur n'aurait rien voulu entendre. Il n'alerte pas les futurs propriétaires et ordonne la poursuite des travaux. On s'est senti escroqué, trahi, blessé dans notre vie, anéanti. Aujourd'hui, le promoteur a liquidé sa société, mais il sera tout de même traduit en justice. Après 8 ans de procédure et 70 000 € de frais d'expertise, Éric et Adélia sont à bout. Les années passées dans leur ancienne maison
ont eu un impact psychologique dramatique. Le week-end, pour faire le ménage, je fermais les volets pour pas voir les fissures qui apparaissaient, parce que ça apparaissait de plus en plus. Et je pouvais plus admettre ça. Et ma petite fille qui me voyait tout le temps pleurer, et j'ai eu qu'une solution à faire. J'ai dit à mon mari, où on quitte cette maison. Bon, sinon, voilà, je pouvais plus. Moi, je pouvais plus. C'était fini. C'était la maison, ma vie. Le tribunal n'a pas encore jugé l'affaire, mais il a d'ores et déjà exigé des assurances du promoteur et du constructeur le versement d'une indemnité de près de 700 000 €, presque 2 fois le prix payé à l'époque pour leur maison. En France, il existerait des milliers d'anciennes décharges oubliées comme celle-ci. En plus du risque sanitaire pour les habitants, elles contamineraient les sols et les nappes phréatiques. Le combat contre les déchets est donc vital. À force d'acharnement, il donne parfois des résultats. À Mareil en France, dans le Val d'Oise, Madame la maire fait tout pour empêcher les dépôts sauvages. Ce jour-là, pour une fois, Chantal Roman va avoir un coup de chance. Qu'est-ce qu'il a trouvé là-dedans? En fouillant dans ce tout nouveau tas de gravats, un indice décisif a été découvert. Dedans, on a trouvé 7 contraventions à une famille. Ces déchets, je ne suis pas loin de penser qu'ils sont à eux. Donc, ce que j'aimerais, c'est d'aller les voir et de leur dire « Êtes-vous prêts à reprendre vos déchets ?» On aura résolu une tête d'épingle dans la totalité. Mais on en aura résolu une. Cette fois-ci, Chantal Roman ne passe pas par la case gendarmerie. Elle va aller elle-même au contact des pollueurs, photos à l'appui. Accompagnée de son adjoint, elle va tenter de forcer les pollueurs à venir reprendre leurs déchets. Allez, on y va. Ils vivent dans ce quartier pavillonnaire de Seine-Saint-Denis. Il y a du monde, c'est allumé. Il y a lumière dedans. Bonjour, j'ai des documents à vous, faudrait que je vous voie. C'est une jeune femme qui ouvre. Bonjour, je vous explique. Je suis le maire d'une commune qui s'appelle Mareil en France, qui est dans le 95. Oui. Dans notre commune, on a trouvé des PV vous appartenant de toute votre famille. Oui. Ok, oui, c'est chez nous. Avec des déchets de travaux, etc. Alors, je voulais savoir si c'est vous qui les avez déposés. Mon père, il n'est pas à la maison. Enfin, je suis sa fille, quoi. C'est pas bien. Oui, je comprends. Vous avez fait des travaux? On a fait des travaux chez nous. On a retapé tout ce qui est salle de bain, cuisine. Oui, on a des bouts de carrelage. La mère a donc frappé à la bonne porte. Et elle va changer de ton. Ce qu'on a décidé, c'est avant d'aller poser tous ces PV à la gendarmerie, pour porter plainte contre vous, c'est de venir vous voir, de vous dire ce qu'on est, vous demander si vous voulez bien enlever les déchets. Et dans ce cas-là, on vous rend les PV, on ne porte pas plainte. Ok. Il appelle mon père. Parce que je ne suis pas au courant. Enfin, merci. Soit dans la journée ou soit demain. Merci, chère madame. Au revoir. Je suis contente. On a bien fait d'y aller. J'ai confiance. Bon, on peut rentrer. On a fait ce qu'il fallait faire. Et surprise, quelques jours plus tard, les efforts de Chantal Roman payent. Bonjour, monsieur. C'est gentil de vous être déplacé. Venez, je vous accompagne dans mon bureau. Le propriétaire des gravats jetés en pleine nature se présente de lui-même, comme promis par sa fille. Quand j'ai vu vos contraventions, question s'est posée de dire on va porter plainte immédiatement. Et puis, on a décidé d'aller vous voir. Peut-être pour éviter des poursuites, l'homme a accepté de venir évacuer ses déchets et se dit victime d'un de ses débarrasseurs. J'ai appelé quelqu'un pour que jette les gravats. Je lui ai dit, est-ce que tu jettes ça, des jetteries juste à côté? Il m'a dit, pas de souci. J'ai négocié avec lui, j'ai donné un billet. Il est débarrassé, il est parti. Franchement, c'est honteux, je suis déçu. L'homme semble de bonne foi. Chantal Roman ne portera pas plainte. Tenez, je vous rends vos contraventions. Merci pour votre Parce que vous êtes là, je vous les rends avec grand plaisir, cher monsieur. Seulement quelques kilos de moins dans cet océan de déchets.
Cela ne gâche pas le plaisir de Madame la maire. Je vous l'accorde, c'est symbolique, c'est rien. Mais ça me donne le courage pour continuer, parce qu'il y a des moments, je me dis, c'est pas possible, on n'y arrivera jamais. Je me dis, ça sert à rien, j'en ai ras-le-bol, etc. Et puis il y a d'autres moments, comme ce matin, où je me dis, il faut de temps en temps oser, parce que ça en vaut la peine. Donc c'est un rayon de soleil, voilà. Merci. Merci à vous. Rentrez bien. À Mareil, en France, un rayon de soleil n'arrive jamais seul. Et quelques jours plus tard, les gendarmes du Val d'Oise escortent une camionnette jusqu'au champ où ont été déposés les pare-chocs de voitures. Bon, comme vous pouvez le voir, vous avez un petit peu de travail. Le garagiste qui a été auditionné vient récupérer ses déchets. Bonjour Madame le maire. Vous allez bien? Oui. Vous avez vu, chose promise, chose due. Là, je dois reconnaître que je m'incline. Ça nettoie. C'est bien de venir ramasser. Les garagistes affirment que tous les déchets ne leur appartiennent pas. Mais Chantal aimerait bien faire place nette. Ils peuvent pas, en punition, prendre un peu ce qu'il y a à côté, non? La camionnette m'a l'air d'être déjà bien pleine, mais je pense qu'il y a quelques réservoirs en plastique et tout ça. Je pense qu'on va essayer de leur faire charger en même temps, ça sera pas mal. Ça va leur permettre de se souvenir un petit peu de... Un petit peu de Mareil. Voilà. Vous nous remplissez bien toute la camionnette avec tous les plastiques qu'il y a là. Hein. Il y a encore, il y a encore un peu de plastique. Peut-être le réservoir. Bah, écoutez, cher monsieur, j'espère que nous n'aurons plus jamais de chez nous, l'occasion de nous rencontrer, enfin, dans ces conditions, si, en tout cas. Dans les conditions, pas dans celle-ci. Pas dans celle-là. Pas dans celle-là. Mais à partir de maintenant, on fera confiance à personne. Ils jurent avoir retenu la leçon. Mais les garagistes devront quand même transmettre à la gendarmerie la preuve de dépôt des pare-chocs chez le recycleur. Je vous dis pas à la prochaine, mais bonne journée. Bonne journée à vous. Chantal Roman continue de se battre au quotidien, mais la tâche est immense. Aujourd'hui, pour enlever ces tonnes de déchets, elle demande l'aide de l'État, afin que Mareil en France retrouve ses allures de carte postale.